Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à LC. Bienvenue à ce 20h. Donc voici le sommaire. Les échos de la campagne électorale dans cette édition avec notre habituelle lecture croisée des différents axes prioritaires des projets de société des candidats. Nous vous emmenons à la découverte de l'axe infrastructure selon les différents candidats à la magistrature suprême. Nous prendrons également la direction des États-Unis pour parler de la course à la Maison-Blanche. Le décompte se poursuit avec une avance de Joe Biden. Le candidat républicain Donald Trump crie à la fraude. Son camp annonce une bataille judiciaire. Et puis, c'est une période mouvementée à cause des campagnes électorales et les médias se bousculent pour vous donner des informations en temps réel. Mais que vivent les journalistes sur le terrain lors des meetings politiques? Leur cri de cœur à suivre dans cette édition. C'était à l'instant le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Et nous ouvrons cette édition avec la campagne électorale pour le compte des législatives. La nouvelle alliance du Faso, NAFA, mobilise ses partisans dans le Houé à son lancement de campagne pour les législatives de novembre prochain. En l'absence de candidat pour la présidentielle, la direction du parti n'a pas dévoilé le nom du candidat qu'elle propose aux militants. La NAFA mobilise donc les populations dans le Houé pour obtenir leur suffrage pour le compte des législatives. En Champ de Mire, 2 sièges sur les 6 au Parlement mis en jeu dans cette zone. Reportage d'Abdoulaye Ouattara. Que les militants de la NAFA appellent le reste de la population à se mobiliser autour de leur candidat. Un meeting de lancement où les anciens, les femmes et les jeunes du parti ont pris successivement la parole. Pour ce faire, le candidat de la NAFA du Houé compte mobiliser et redynamiser ses militants pour une victoire au soir du 22 novembre 2020. Il faut dire que ce jour, c'est le lancement de la campagne chez nous, la nouvelle alliance du Faso. À cela, on a un seul mot d'ordre, à savoir mobiliser davantage nos militants, les redynamiser sur le terrain pour qu'au soir du 22 novembre, nous puissions au moins avoir le nécessaire pour le compte de la NAFA. Le candidat de la NAFA du Houé s'est dit serein et confiant quant à la mobilisation des militants. La NAFA est sereine, elle compte sur elle-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partis, je pense à Bobessi, il y a 71 partis, mais peu importe le nombre, c'est une question de qualité, une question de confiance. Et la NAFA a confiance en elle-même, et avec cette confiance et la confiance des militants, nous sommes sûrs de pouvoir gagner en tout cas au soir du 22 novembre. Je suis très satisfait en tout cas de la mobilisation de ce soir, parce que tous ceux qui sont venus, vous avez compris qu'ils sont là assis depuis un certain temps, jusqu'à maintenant, personne n'a bougé de sa place. C'est pour dire qu'ils sont sincères, c'est des vrais militants. Et il vaut mieux aller avec des vrais militants que d'aller avec une foule qui ne sont pas des militants. Sortis nombreux, les militants ont témoigné leur attachement à la NAFA et se donnent comme défi de remporter 2 sièges sur les 6 prévus. Pour ces élections, la NAFA n'a pas présenté de candidat à la présidentielle. Depuis le démarrage de la campagne électorale, nous vous proposons une lecture croisée des différents axes prioritaires des projets de société des différents candidats. Aujourd'hui, nous nous intéressons au projet au volet infrastructure. Quel regard porte-t-il sur la situation des infrastructures au Burkina Faso et que compte-t-il faire pour les améliorer? Lecture croisée du volet infrastructure des projets de société des différents candidats avec Yolande Zumbara. Les candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre comptent séduire l'électorat avec leurs projets de société. Ainsi, dans le volet infrastructure, Tahirou Bari, candidat du MCR, compte construire 10 000 logements sociaux par an avec la valorisation des matériaux locaux de construction, améliorer les voiries urbaines dans le but de faciliter la mobilité dans les villes à travers le bitumage, les damages ou le pavage des rues secondaires. Il a également promis 100 km de routes bitumées dans toutes les régions du pays. Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC, entend apporter des solutions rapides et concrètes à la question du logement au Burkina Faso. Pour cela, il compte reprendre les opérations de lotissement en garantissant aux habitants des zones non loties des parcelles viabilisées et des habitats décents. En milieu rural, il compte construire des cités autour des pôles de croissance. Le candidat de l'éléphant, Gilbert Noël Ouedraogo, lui, veut privilégier les logements de type habitat loyer modéré HLM, mettre en place une base de données numériques du foncier pour un meilleur contrôle du plan cadastral et de la spéculation foncière.
Roch-Marc Christian Caboret du MPP veut aménager 5000 km supplémentaires de puces rurales, portant la longueur totale à 51 000 km. Construire 2 échangeurs à Bobo-Dioulasso, poursuivre la construction du nouvel aéroport de Donsin. Il s'est aussi engagé à faire une étude de faisabilité de la construction d'une ligne de tramway à Ouagadougou. Ablassé Ouedraogo pense que la politique des logements sociaux doit se faire autrement. Pour cela, il veut que les infrastructures soient orientées vers le développement, le désenclavement et l'intégration régionale avec la résorption des déficits en infrastructures dans les différentes régions. Le MPS, quant à lui, veut remédier au manque criard d'infrastructures routières. Pour ce faire, il va concevoir un plan quinquennal pour la construction effective des infrastructures routières où le besoin se fera sentir. Toujours parlant de la campagne présidentielle au Burkina Faso, la seule femme en lice est allée battre campagne aujourd'hui dans les marchés de la capitale, que ce soit au grand marché de Ouagadougou ou au marché de Zabredaga dans l'arrondissement 1 de Ouaga. Monique Yelikam a eu des échanges directs avec les commerçants autour de leurs préoccupations, une descente sur le terrain qui lui a permis de toucher du doigt certaines réalités et en retour, elle sollicite leur suffrage au soir du 22 novembre. Pascaline Palme, Bassirou Sawadogo. Nous sommes ici au grand marché de Ouagadougou. Yeli Monique Kam, candidate du MRB à la présidentielle du 22 novembre, tente de convaincre les commerçants. Mégaphone en main, elle explique son projet de société, essaie d'en apprendre un peu plus des préoccupations des locataires du grand marché. Des échanges directs qui ont permis à l'unique femme candidate à la présidentielle d'exposer ses solutions pour le secteur informel, développer l'entrepreneuriat féminin, valoriser la consommation et l'exportation des produits locaux sont d'autant d'engagements pris par la candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina à la présidentielle du 22 novembre. Nous allons créer une usine de transformation de nos produits locaux par région, une usine par région en fonction des potentialités de chaque région. Et désormais, plus ces hangars-là ici, elles seront toutes dans les usines. Nous allons développer l'exportation. Nous n'acceptons plus de vivre dépendant de l'importation des produits. Non, nous avons toutes les potentialités. Il suffit de les valoriser. Et c'est ce que nous allons faire. Le programme de la journée marathon a ensuite conduit la candidate au marché Zabredaga, toujours dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Là également, elle a échangé avec les commerçantes et commerçants tout en les exhortant à voter pour elle, car, dit-elle, elle a des engagements à respecter et non des promesses à formuler. Votez-moi! Il suffit de me voter et vous verrez que ce ne sont pas des promesses. Ceux qui ont promis étaient des hommes. Mais aujourd'hui, nous assumons. Nous allons réaliser ce que nous disons. Ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Mon peuple veut une école de qualité. Mon peuple veut manger à sa faim, boire à sa soif, se soigner quand quelqu'un est malade. Et c'est ça mon engagement avec mon peuple. Et je m'engage à négocier la paix avec les groupes armés. Je m'engage à refondre le système, notre système éducatif, afin de rendre nos programmes d'enseignement plus pratiques, plus compétitifs. Je m'engage à créer un centre de métier par commune. Je m'engage à créer un institut polytechnique par province. Je m'engage à créer une université par région. Je m'engage à créer une usine par région. En plus de s'engager à rendre les femmes autonomes et de faire de l'éducation le levier du développement du Burkina Faso, Yeli Monique Kam dit avoir d'autres projets dans plusieurs domaines. En plus de s'engager à rendre les femmes autonomes et de faire de l'éducation le levier du développement du Burkina Faso, Yeli Monique Kam dit avoir d'autres projets dans plusieurs domaines. Des projets qu'elle entend mettre en exécution dès qu'elle aura les clés du palais présidentiel de Ouaga 2000. Direction les États-Unis à présent où le dépouillement se poursuit. Le candidat démocrate Joe Biden est en avance. Il a gagné la course dans les États de Wisconsin et du Michigan également, des États clés qui ont été du côté républicain en 2016. Reste environ 6 États pour les comptes globaux, mais Joe Biden totalise 264 grands électeurs sur les 270 requis, avec une forte avance sur Donald Trump qui en totalise seulement 214 pour l'heure. Donald Trump crie à la fraude. Son camp annonce des recours en justice dans plusieurs États pour arrêter le décompte des voix, surtout pour les votes par correspondance.
Toujours parlant des pages politiques, le bras de fer se poursuit en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara déclaré vainqueur. L'opposition conteste et forme un conseil national de transition dirigé par Henri Konan Bédié. Ce mercredi 4 novembre, c'est Guillaume Soro qui, depuis son exil, a lancé un appel sur les réseaux sociaux à l'insurrection contre le régime d'Alassane Ouattara. Dans son message, Guillaume Soro appelle l'armée, l'administration et la population à l'insurrection, les enjoignant de rallier le Conseil national de transition. Réaction du pouvoir, cet appel est qualifié de non-événement par Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP d'Alassane Ouattara. Et la situation politique reste donc très tendue en Côte d'Ivoire. Et après le scrutin controversé du 31 octobre et la création par l'opposition du Conseil national de transition, comment cette situation est-elle perçue ici au Burkina Faso? La réponse dans ce micro-trottoir de Pascaline Palme avec Achille Ouedraogo. Si on va sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, et nous sommes dans la 3e République, comme la Constitution le dit. Voilà, parce qu'il y a eu une réforme en 2015. Nous sommes dans la 3e République et c'est le premier mandat du président Alassane Ouattara dans la 3e République. Maintenant, bon, si on va sur le plan logique, comme d'habitude, on sait qu'un président ne peut pas dépasser les 2 mandats. Voilà. Donc, en ce sens-là, c'est logique sur papier qu'Alassane Ouattara devient le 3e président le président de la Côte d'Ivoire sur son 3e mandat, parce que parmi tous les présidents en Afrique de l'Ouest, ou bien disons même en Afrique même, bon, particulièrement moi, c'est quelqu'un qui m'inspire bien, parce que quand il regarde, il n'a pas des promesses gouvernementales, mais des programmes gouvernementaux. Voilà. C'est-à-dire quoi, il y a une différence entre les deux. Promesses gouvernementales, c'est lorsqu'on fait les campagnes, on dit on va construire les hôpitaux, on va donner l'argent, on va faire les goudrons. Mais un programme gouvernemental, c'est quelque chose qui a été établi depuis longtemps. Voilà. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a établi son programme depuis très longtemps. Et il est venu au pouvoir, il cherche les fonds pour mettre en œuvre ce qu'il avait prévu. Et vous voyez aujourd'hui, si vous partez en Côte d'Ivoire de nos jours, et si vous êtes quitté en Côte d'Ivoire en 2014 ou en 2013, vous allez voir qu'Abidjan même a changé de visage, même à l'intérieur du pays. Et vous voyez. Donc vraiment, voilà, si c'était possible, voilà, vraiment qu'il reconduit la Côte d'Ivoire pendant 5 ans pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé. La crise ivoirienne, vraiment, elle est malvenue par rapport à ma source. Donc je la vois vraiment pas bien. Et sur le plan économique, je vois que vraiment ça a un impact sur nos activités ici au Burkina. Parce que moi, je vends la nourriture ivoirienne ici au Burkina. Donc ça a vraiment un impact sur notre activité ici. Voilà. Parce que du coup, pour s'approvisionner, c'est compliqué. Pour faire venir les vivres, c'est compliqué. Voilà. Quand comme on appelle, les voies sont bloquées au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à se ravitailler. Donc ça devient un problème pour nous. Franchement, ce qui se passe actuellement, chaque jour on voit les tueries, vraiment c'est un peu compliqué, c'est difficile, voire même très mauvais à voir les images. Et donc moi ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe là-bas, qu'ils fassent tout pour trouver un terrain d'entente, sinon franchement c'est très mauvais pour l'image même de la Côte d'Ivoire. Parce que actuellement, quand on dit Burkina, Côte d'Ivoire, c'est comme un pays. Moi-même, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Et vraiment, c'est un pays où vraiment les habitants sont très cordiaux. Donc, moi, j'aimerais que toujours ce phénomène règne entre Burkinabés et Ivoiriens. Mais aujourd'hui, la politique fait que nous sommes en train de nous diviser, c'est très difficile. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce sont les pays frères. Voilà, ce sont les pays frontaliers, ce sont les pays frères. Parce que lorsqu'il y aura une crise d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les frontières seront fermées. Et vous voyez qu'on vient de manger le gaba. L'origine du gaba même, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Les poissons thon, généralement, on prend en Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire le transport et les marchandises qui transitent, ou bien le trafic même des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est-à-dire c'est inestimable si on peut le dire. Voilà. Il y a trop de transactions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc vraiment, ça va jouer un peu même si l'économie du Burkina Faso, en quelque sorte. Et vraiment, nous, on a nos parents aussi qui sont là-bas, voilà, qu'on s'inquiète. Il faut que les autorités ivoiriennes s'asseyent et discutent pour que, comme on le dit, la Côte d'Ivoire est le poumon de la CEDEAO, le poumon économique au niveau de la CEDEAO. Donc, ce que nous pouvons envisager comme proposition, c'est la paix.
Tant qu'il y a la paix, tout le monde peut vaquer à ses occupations. Si on ferme la frontière, ça veut dire que nous tous ici, nous n'allons pas travailler parce qu'il n'y aura pas de camions à dédouaner. Voilà. Et puis en plus de ça, nous on a nos parents là-bas. Nos parents, tu vas prendre une famille burkinabé actuellement, quand ils vont fouiller à la grande famille, tu as trouvé qu'au moins il y a un parent là-bas. Donc vraiment quand c'est comme ça, on ne dort pas, ça fait très mal. Donc nous les exhorte à ce qu'ils trouvent vraiment un terrain d'attente et puis qu'ils puissent y avoir La couverture médiatique de la campagne relève d'un véritable parcours de combattant pour les journalistes engagés dans cette lutte de traitement de l'information en période électorale. Leur tâche est beaucoup plus compliquée avec la mauvaise organisation des meetings politiques. Certains journalistes racontent leurs mésaventures dans cet élément signé Djeriv Devkodo à Chiloué Draogo. Moment de forte sollicitation des journalistes. La période électorale est aussi un temps de mille et une difficultés pour les hommes des médias. Contrainte de temps, retard dans le démarrage des activités politiques, difficulté à trouver les lieux de meeting, longue distance à parcourir avec les candidats constituent le quotidien des journalistes commis à la tâche de relayer les promesses des candidats. Certains se plaignent des tournées inutiles dans lesquelles les embarquent les hommes politiques en quête de popularité. Pour la plupart du temps, des contraintes de temps. Peut-être comme vous pouvez le constater, actuellement même nous sommes à un meeting dans la région du Kadiogo pour le compte des législatives et aussi de la présidentielle. L'activité devait débuter à 14h normalement et finir tout au plus 2h30. Mais là, nous sommes pratiquement à 18h, donc il y a des difficultés, des contraintes de temps. Pour les cadres, par exemple, à cette heure, s'ils n'ont pas prévu de lampes et autres, ça devient compliqué pour eux justement de faire bien le travail. Donc par moment, ce genre de situation amène justement des incompréhensions entre les journalistes et les organisations. Il y a tantôt, je le disais, la lenteur des activités. Parce que pour la plupart des gens, lorsqu'on finit les activités, les journalistes, eux, ils retournent justement soit à la rédaction, ou bien lorsqu'ils sont hors de Ouagadougou, quelque part se renfermer, justement pour pouvoir continuer le travail. Mais les gens qui organisent les activités politiques ne tiennent pas compte justement de cet état de fait-là. Pour eux, peut-être lorsque l'activité c'est fini. Du coup, il y a beaucoup de temps qui se posent. Il y a également des tournées inutiles dans lesquelles on embarque justement les journalistes. Lorsqu'on part pour un meeting dans une ville donnée, vous avez peut-être le candidat en question qui peut-être veut faire une parade, passer de gauche à droite, saluer peut-être des amis ou les chefs coutumiers. Donc il y a des activités, il y a des visites pour lesquelles justement les journalistes peuvent participer. Mais par contre, il y a des activités pour lesquelles le journaliste n'a pas obligation de participer. Malheureusement, lorsque vous suivez les politiciens, ils vous embarquent là où ils veulent, ils font de vous ce qu'ils veulent. Et malheureusement, on ne dit pas grand-chose, on ne branche pas. C'est vrai qu'on murmure autour de nous, mais on ne leur dit pas la vérité. Assanatou Traoré est journaliste à ACONews.net. Elle regrette le manque de place assise pour les journalistes lors des meetings politiques et les difficultés pour prendre les photos des leaders politiques. Les difficultés, vraiment, on en rencontre tous les jours. La dernière fois, j'ai été à un meeting également. C'était pas facile. Je n'avais même pas la place d'abord, même pour m'asseoir. Je suis restée debout pendant près d'1 heure avant qu'on me trouve une chaise pour que je m'asseye. Et également, comme nous, c'est la presse en ligne, on est obligé de faire les photos. On est obligé de se déplacer. Des fois, quand tu veux te déplacer, arriver au niveau des officiels, on te barre le passage. On dit non, tu ne peux pas avoir accès ici parce que les autorités sont assises et tout. Pourtant, on est venu pour faire notre travail. Également, le problème des interviews. Nous ne sommes pas des militants. Quand on vient, on est venu pour faire un travail. Donc, ils n'ont qu'à nous permettre de travailler et de rentrer. Nous, on n'est pas là pour battre campagne. Donc, par exemple, quand on part à un meeting comme ça, et les partis là veulent qu'on reste jusqu'à la fin. Or, on a d'autres choses à faire, on n'a pas le temps. Donc, ils n'ont qu'à nous permettre vraiment de pouvoir faire les interviews. Ils n'ont qu'à trouver un temps pour nous permettre de faire les interviews et ils vont continuer tranquillement leur campagne. Ces mêmes difficultés sont vécues par bien d'autres reporters qui souhaitaient que les initiateurs de meetings politiques mettent plus de sérieux dans l'organisation, question d'avoir plus d'égards pour les hommes de médias sollicités pour la couverture de ces rendez-vous politiques. Le constat que je fais, que je considère comme une désolation, c'est un peu l'indiscipline des militants des partis. Parce que qui dit journaliste, qui dit reporter, il a besoin d'espace
non seulement pour avoir des images, il a besoin aussi de tranquillité, non seulement pour avoir les sons, parce que c'est ce que les gens entendent en retour. Mais bon, lorsque vous arrivez sur le terrain depuis le début de cette double campagne législative et présidentielle, là, on se rend compte vraiment qu'on a affaire à des militants très indisciplinés. Voilà, moi en tout cas, ce que j'ai à leur dire, c'est de vraiment bien s'organiser. Voilà, parce que je me dis que si vous invitez les journalistes, ils doivent avoir forcément le nombre de places. Pour ne pas que, c'est vraiment désagréable qu'un journaliste arrive, que ses confrères sont assis et que lui il est arrêté comme ça, c'est pas agréable. Ou qu'ils essayent de maîtriser vraiment leurs militants pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage ou de discorde entre les militants et puis les journalistes. Voilà, qu'ils trouvent également le temps, comme je l'ai dit tantôt, de faire les interviews. On n'est pas là pour battre campagne, donc ils n'ont qu'à trouver un temps pour nous permettre de faire notre travail. Au-delà de cette difficulté sur le terrain, dans bien de rédactions, l'autre défi c'est de réussir à mettre la main sur les candidats, dans le souci du respect, du pluralisme et de l'équité, car certains d'entre eux n'animent pratiquement pas de meeting, se réfugiant derrière la stratégie du porte-à-porte. Parlons culture à présent et direction l'ouest du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso où l'association Yéléban organise la 5e édition du défilé de mode vestimentaire dénommé Arc-en-Ciel Mode. Ce festival réunit plus de 15 stylistes de la région des Hauts-Bassins et leur offre l'opportunité de faire valoir et de faire voir leurs talents. Des précisions en images avec Abdoulaye Ouattara. Promouvoir le textile et les acteurs de la mode au Burkina Faso, c'est la mission que l'association Yelemba s'est assignée en organisant ce défilé de mode vestimentaire. Le festival Arc-en-Ciel Mode permet aux jeunes créateurs de se faire connaître et d'aller à la conquête de la clientèle. Textile parce que, comme Sankara le disait, nous consommons ce que nous produisons. Voilà, c'est des artisans qui fabriquent et quand les stylistes aussi font la promotion, ils utilisent ces textiles. Ça fait vivre les artisans et ça fait vivre les stylistes et au-delà aussi, ça fait la promotion de nos richesses vestimentaires. La marraine de la 4e édition, Mme Evelyne Toé-Yameko, est venue encourager une fois de plus les initiateurs de ce festival qui donnent un coup de pouce à l'entrepreneuriat. Toute chose qu'apprécie le représentant du patron du festival vestimentaire Arc-en-Ciel. Très sincèrement, remercier M. Traoré pour cette initiative qui vise à faire la promotion du savoir-faire local de la région des Hauts-Bassins, mais aussi du Burkina tout entier, pour valoriser le savoir-faire local. Donc, il est à sa 5e édition. Une initiative qui permet aux différents stylistes de valoriser non seulement leur savoir-faire dans la création vestimentaire, mais aussi le cocodonda qui prend une place importante dans la mode vestimentaire au Burkina. La 5e édition du festival Arc-en-Ciel Mode a connu plusieurs innovations en vue de faire la promotion du textile dans la région des Hauts-Bassins. Il y a beaucoup d'innovations avec le décor, les stylistes aussi qui ont fait de belles créations par rapport à l'année dernière. Et cette année aussi, on va voir qu'il y a des groupes qui ont participé, il y a Banfoura, il y a Korodara, il y a Kondé, il y a Ouara. Dans les éditions passées, c'était beaucoup seulement. Donc il y a un énorme progrès. Notre souhait est que ça part au-delà de tout ça encore. Ils sont une quinzaine de stylistes venus de plusieurs régions du Burkina pour participer à cet espace d'expression. Adjita Sanou de Bobo-Dioulasso est désigné meilleur styliste de l'édition par un jury composé de 6 membres. Au Mali, les autorités de la transition ont reçu en fin de semaine dernière le rapport du vérificateur général, un rapport sur les dépenses publiques réalisées entre 2015 et le premier trimestre 2018. Plusieurs écarts ont été pointés du doigt par le vérificateur général. Près de 300 milliards de francs CFA d'irrégularités ont été constatés. Plusieurs missions diplomatiques présentent par exemple des dysfonctionnements dépassant les 100 millions de francs CFA. La palme revient à l'ambassade du Mali au Burkina Faso avec 1,840 milliards de francs CFA d'irrégularités, avec des loyers payés de manière indue ou encore des frais de carburant ou de scolarité non justifiés. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur LCA.